tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai la joie de retrouver Jean-Marie Quéméner qui sort son roman aujourd'hui. Son roman c'est Le vent des soupirs aux éditions Plomb et il a une double actualité parce que son précédent roman sort aussi aujourd'hui, donc L'écume des lames aux éditions Pocket. Bonsoir Jean-Marie, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Me voilà parisien et voilà, ça manque. C'est marrant, Paris, il n'y a toujours pas la mer. Je ne sais pas ce que ça attend. Et pourtant, c'est une évidence, mais il y a pas. À part ça va très bien. Est-ce que tu es un peu tendu aujourd'hui parce que ton livre est sur toutes les tables de librairie et on ne voit que lui voguer sur les tables ou pas du tout? Alors, la bonne réponse serait de dire, mais non, pas du tout. Enfin, je, je me gausse. Oui, je suis complètement stressé. Oui, bien sûr, je suis totalement stressé parce qu'une belle aventure, parce qu'écrire un livre, c'est un bébé, et parce que quelqu'un qui vous dit que votre bébé, il est pas bien, vous avez quand même grosso merdo envie de lui en mettre une. Donc, voilà, c'est très stressant d'accoucher, entre gros guillemets, parce qu'évidemment, rien à voir, mais quand même, d'un livre, oui, c'est toujours très stressant. Ouais. Alors moi, je vais dire que, je vais pas dire qu'il il est mauvais. Moi, j'ai adoré cette lecture. Je suis rentrée dedans, mais comme on plonge dans une piscine ou dans l'océan, plutôt, on va dire l'océan, puisque c'est comme ça. On va y aller. Est-ce que tu peux nous résumer, allez, je vais te faire cet exercice-là, en 1 minute, top chrono, ton livre, sans rien dévoiler. Ça, c'est très compliqué. Euh, Yann Carvalek et son équipage vont être mandatés par le roi pour accomplir une mission, mais il se trouve que Yann Carvalek, au lieu d'être utilisé par le roi, va utiliser le roi pour mettre en avant ses valeurs, toujours les mêmes, liberté et aussi liberté. Ah, Voilà, je crois que j'ai fait très moins bon d'une en minute. résumé. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y avait. Alors, je ne sais pas si on peut parler de tome 1, tome 2, tome 3. Le premier épisode de l'épopée de Yann Carvadec, c'était ça, c'était La République des Pirates, qui est sorti aussi chez Pocket. Le second, c'est L'écume des lames. Donc, on finit L'écume des lames, je crois qu'on est en avril 1723 à peu près, et on Ouais, embarque sur Le vent des soupirs en novembre 1723 pour finir en avril 1724. Et tu m'as fait ouais, retenir des dates, moi qui ne suis pas très chiffre, je ne suis pas trop mauvaise là, je crois. bravo. Donc, moi, j'ai envie de savoir comment, qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour Yann Kermadec? C'est de partir et d'obéir à la mission du roi ou de désobéir en rusant? Comment ça se passe là dans sa Le, tête? le plus Il sait qu'il va important, être piégé. le plus important pour un marin, c'est de partir. C'est de partir. C'est essayer de cracher en l'air, quoi. Tenter l'aventure, elle se tente, l'aventure. On réussit pas une aventure, on la tente et on part à l'aventure. Enfin, tout ça sont des dynamiques, encore une fois, de liberté. On part et on attend de voir. Alors, évidemment, il a une bonne excuse, il finit par savoir faire, c'est quand même sa troisième aventure. Donc, mais l'important, c'est de partir, éventuellement de revenir, parce que ça veut dire qu'on est vivant, mais le plus important de tout, c'est de partir. Ça dépérit un marin sur la mer. Donc, et puis au-delà du marin, ce genre d'hommes-là doivent partir. Donc, ils partent. Alors, il est toujours accompagné de plein de personnes. Alors, il est marié, il a un fils. Alors, justement, la scène d'ouverture, c'est un baptême. Pourquoi commencer ce livre sur une scène de baptême? Il y a une symbolique, c'était important de commencer comme ça? C'était deux impératifs. Le premier, c'est que, en fait, j'aime pas parler de tome 1, tome 2, tome 3, parce que pour moi, ce sont des aventures indifférentes. Ça peut se lire un peu dans le désordre. Évidemment, je conseille à tout le monde de commencer par la République des Pirates et ensuite l'Écume des Lames et enfin le Vent des Soupirs. Mais en gros, je ne peux pas prendre le lecteur en otage et lui dire si vous achetez pas les trois, vous avez tout raté. Donc non. Donc il faut repartir de zéro en fait quand on écrit même un 3. Donc voilà. Donc il fallait remettre un tableau de famille et réexpliquer à tout le monde où c'était, qui c'est, etc. Donc le baptême permet d'avoir tout le monde réuni et d'expliquer tout ça. Et la deuxième chose, c'est que l'avantage d'un baptême avec tout mon monde, et surtout spécialement mon équipage, c'est que ça, moi, en tant qu'écrivain, ça me mettait tout de suite dans le bain.
Je n'avais pas besoin d'aller me tripoter les méninges 15 ans. Ce sont mes personnages, je sais comment ils fonctionnent et comment ils interagissent entre eux. Et le plus sympa, c'est quand ils interagissent entre eux, en fait. Donc, et là, j'étais directement dans ce qu'il fallait pour commencer. Donc, ça m'a paru, mais j'ai même presque pas réfléchi, ça m'a paru complètement naturel. Alors, dans ces personnages, donc, il y a sa femme, Medellin. Il y a aussi le vieux, j'ai envie de dire le vieux copain. Oui, c'est le vieux copain, le médecin irlandais Finn qui est là. Il y a deux femmes aussi qui sont importantes, qui sont les dernières. Alors, il y a Marianne et l'autre, non, Marie et Anne. C'est ça. Anne Bonny et Marie Reid, c'est ça. Et Marie Reid, ouais, qui sont les deux dernières pirates de Providence, mais qui ont réellement existé. Hein. Elles ont réellement existé, ces deux-là. Et alors, après, je ne sais pas comment on prononce, c'est Baruch, je ne sais pas comment on prononce ça, qui est l'espion du roi. C'est quoi comment on le prononce, ce nom? Baruch, comme Spinoza. Ah, zut, c'est comme Spinoza. C'est Spinoza. C'est un Spinoza, espion, bizarre, sympathique, mais je suis assez fan de Spinoza. J'aime bien me dire que j'ai mis du Spinoza chez moi. C'est bien. Mais tu n'as pas mis que du Spinoza dans ce bouquin. Et il y a aussi un personnage qui est très important, je trouve, c'est le bateau, l'Orun. On prononce l'Orun? Comment on prononce? L'Orun. Ouais. C'est un genre de paradis pour les vaudous, ouais, l'Orun. On le visualise. Et puis, il y a une façon de décrire ce bateau. On a l'impression de sentir les cordes, de sentir le bois, la mer. Il y a une façon de décrire ce bateau. On y est, quoi. On a l'impression de se prendre une vague. On est spectateur. On est vraiment. C'est super de l'avoir remarqué parce que, en fait, c'est un personnage, le bateau. Mais un bateau, c'est. Le français a tous les avantages sur l'anglais sauf un. Les Anglais ont compris qu'un bateau, c'était elle. Les Anglais, pour un bateau, c'est pas neutre, c'est she, c'est elle. Et c'est féminin, un bateau. Et indépendamment du fait que ce soit féminin, c'est-à-dire que c'est une personne, en fait. C'est pas quelque chose, c'est une personne. Et les rapports entre un marin et son bateau, entre les marins et un bateau, c'est tout à fait particulier. Et évidemment, avec toutes les superstitions de mer, alors surtout au XVIIIe siècle, mais avec toutes les superstitions de mer, on prête au bateau, on fait de l'anthropomorphisme, on prête au bateau des réactions pas forcément qu'il a. Et puis, le monde marin est rempli de métaphores. Un bateau chante, oui, un bateau chante, en fait. Il vibre, évidemment, mais il chante, etc., etc. Le bateau est une personne. D'ailleurs, tu évoques à un moment donné le bruit du bateau qui coule. C'est quoi le bruit d'un bateau qui coule? C'est épouvantable. C'est le bruit le plus triste du monde. C'est un bruit de succion, en fait. Parce que l'eau va le recouvrir et l'air va s'échapper. C'est vraiment un bruit de succion. C'est un bruit épouvantable qu'il faudrait n'avoir jamais entendu. Et à l'époque, hélas, en plus, les bateaux étaient gros, en bois, qui se cassaient réellement. Et il y a le dernier râle du bateau est un crève-cœur. Alors, on apprend plein de choses avec toi dans ce livre, parce que, pareil, c'est quoi le chat à 9 queues? Je sais que tu l'expliques en bas de page, mais j'ai trouvé ça très drôle. Le chat à 9 queues, oui, il faut imaginer un martinet avec des lanières longues, 9 lanières, et les marins de l'époque appelaient ça le chat à 9 queues. En fait, c'est le fouet de punition traditionnel sur les bateaux, qu'utilisait sur les bateaux de la marine officielle, la marine française, la marine anglaise, hollandaise, portugaise, espagnole. Et c'est un fouet. C'est un grand fouet, c'est un martinet. L'avantage des 9 lanières, c'est qu'on prend 9 coups au lieu d'un. C'était une drôle de vie pour les marins là-bas, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu des pirates, parce que les marins étaient tellement maltraités qu'ils sont partis en piraterie. Ça fait partie de l'histoire des pirates, mais sans ces violences-là, il y aurait eu moins de pirates. Que ce soit que moi, je ne sais pas. Tu m'entends, Jean-Marie, ou pas? Oui, très bien. Parce qu'il y a eu moi, j'ai eu une coupure, je ne t'entendais plus du tout. Donc, tu m'entends là? Oui, impeccable. Pardon, donc je t'ai coupé. Donc, on va partir en voyage avec toi. Moi, je voulais te dire quand même que ça m'a rappelé mon enfance. C'est comme quand on regarde les films de KPDP, tes livres. C'est vraiment un truc d'aventure, mais qui est confort, qui est doudou. On se dit, ah, c'est super, on part à l'aventure. Alors là, tu nous emmènes d'abord en Louisiane. Pourquoi la Louisiane? Parce que la Louisiane, au moment où j'y suis, au moment où j'emmène mes personnages,
va prendre un tournant particulier dans son histoire. D'abord, la Nouvelle-Orléans existe en tant que ville déjà, mais elle n'est pas complètement terminée. Elle va se doter d'une digue pour se protéger du fleuve. Et enfin, c'est le moment où les propriétaires terriens de la Nouvelle-Orléans, de Louisiane, vont demander l'application du code noir sur leurs terres. Le code noir, en gros, ça fait des esclaves des meubles, ni plus ni moins. Les rapports de droit sont à peu près ce qu'on a aujourd'hui avec nos meubles. C'est voilà. Évidemment, mon héros Yann Carvadec, étant anti-esclavagiste forcené, il a épousé une ancienne esclave, va essayer de se battre contre ça, va se battre contre ça. Je cache pas que c'est peine perdue parce que je peux pas tourner l'histoire à ce point-là. Hélas, la Louisiane a adopté le code noir et on est arrivé jusqu'à la guerre de sécession comme ça, hein, mais quand même. Et donc la Louisiane, et puis en plus la Louisiane française du début de l'occupation française, ça fait un peu rêver quand même malgré tout, même si c'était quand même des fins salopards parce que des esclavagistes de base. Et les paysages, l'ambiance, la moiteur, je suis allé à la Nouvelle-Orléans, il y a une âme à la Nouvelle-Orléans qui est tout à fait particulière, et je ne parle pas de Bourbon Street ou du carré français. Toute la nature est forte et elle pèse sur les hommes. C'est un truc particulier, la Nouvelle-Orléans, très particulier. D'ailleurs, je crois qu'il y a une phrase où c'est la nuit nous languissait de moiteur. C'est exactement ça. C'est ça, et puis j'essaie de les faire voyager un peu en Louisiane quand même, parce que pas rester à la Nouvelle-Orléans, évidemment. Il y a le Mississippi qui est là aussi, le Mississippi. Je ne savais pas qu'on l'appelait la rivière aux perles. C'est joli. La rivière aux perles, oui, la rivière aux perles, c'était appelé comme ça, alors de façon complètement impropre, parce qu'en fait, à l'époque, le Mississippi n'était pas du tout dompté, et il y avait plein de brades partout, et ils s'appelaient tous la rivière aux perles. Donc voilà, mais c'est devenu ensuite le Mississippi, ils ont pris le nom indien, hein, le Mississippi. Il faut savoir aussi qu'en Louisiane, il y avait les seuls Indiens qui parlaient français. Et toujours d'ailleurs, il y a encore une tribu indienne là-bas qui parle français, alors de moins en moins, mais voilà, on y trouve quoi? On y trouve des Français qui s'installent là dans un monde épouvantable pour eux, parce qu'au 18e, ils ne sont pas fabriqués pour, des Indiens, des esclaves, et une ville qui a tout le potentiel du monde pour devenir extrêmement, extrêmement riche. Naturellement, Yann Carvadec devait y aller, oui, normal. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce roman. Et d'ailleurs, justement, il y a un passage à propos des alligators. Je crois que c'est Finn qui fait cette réflexion en disant que jamais, alors je vais mal le dire sûrement, que jamais un philosophe n'a su surmonter, c'était quoi la sérénité d'une rage de dents, quand il parle des dents des alligators. Je trouve ça très, très drôle. C'est pour faire quoi? Des respirations, l'humour? C'est pour montrer que... Non, c'est... D'abord, ce sont mes personnages. Et ensuite... comment faire pour une discussion avec un ami. Il y a toujours un trait d'humour, on essaie de détendre un peu l'atmosphère, et puis voilà. Enfin, alors ce qui est terrible, et ça je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment une constante, c'est que mes personnages m'échappent réellement. Donc quand ils discutent entre eux, ben, mon Dieu, ils discutent entre eux. Moi, je suis juste beaucoup plus voyeur qu'acteur, en fait. Hein. Voilà. Il se trouve que Finn a un humour que je qualifierais bien de britannique, mais stricto sensu, c'est-à-dire celte, certainement pas anglo-saxon. Donc, pas oublier qu'il y a qu'irlandais, le bonhomme, et qu'il est très bien éduqué puisqu'il est médecin. Donc, il a cet humour ravageur qu'avait Oscar Wilde ou d'autres. C'est un humour tout en cynisme et en autodérision. Heureusement qu'il est là, lui. Moi, il me fait du bien. J'aime bien quand il rigole comme ça, moi. Comme on parle de lui, il y a une scène qui est très émouvante, qui est très importante, et parce que tu viens d'évoquer Oscar Wilde, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, où il y a une confession justement de Finn, et on ne s'y attend pas du tout, parce que justement on l'imagine comme tu viens de le décrire, et là c'est sur 2 pages à peu près, ou 1 page et demie, il y a une confession qui est très émouvante sur Finn. Comment ça se passe d'écrire C'était difficile de l'écrire, cette scène-là, ou pas? Non, c'était pas difficile de l'écrire. C'était un passage obligatoire. En fait, Finn est homosexuel. Il est décrit comme ça dès le début. C'est terrible, au XVIIIe siècle, on disait sodomite. Évidemment, ça se passe très mal pour les homosexuels au XVIIIe.
Et moi, je tenais à ce que le meilleur ami de mon héros soit homosexuel. Euh, et surtout dans un monde de piraterie, c'est qu'il y avait quelque chose d'inattendu et d'intéressant, et une profondeur de sentiments déchirés euh, naturellement profond, beaucoup plus profond qu'un petit breton de Sac-en-Brousse. J'avais mon film qui avait réfléchi, qui beaucoup lu, qui emmène d'ailleurs mon héros au cours vers ses lectures à lui. Et il y a un moment où il fallait quand même creuser un peu le personnage et expliquer qu'il s'était construit sur des blessures qui étaient jamais très loin, complètement béantes, et notamment des blessures du regard de la société par rapport à sa sexualité, qu'il assume parfaitement, il ne la remet jamais en cause, c'est pas le souci, juste il a eu le cœur déchiré, comme ça arrive à nous tous. Mais quand on est homo au début du XVIIIe siècle, j'ose espérer que ça n'est qu'au début du XVIIIe siècle, j'y crois pas en le disant, mais la société, le regard de la société donne un exponentiel à la douleur d'une séparation amoureuse ou d'une incompréhension amoureuse qui est épouvantable. Et donc, il fallait que Finn puisse le dire avec ses propres mots et que Yann puisse, à front renversé, jouer le grand frère, parce que normalement, c'est Finn, le grand frère de Yann. Mais là, Yann, qui est breton, donc qui a un grand cœur, pléonasme, l'accueille naturellement. Et il fallait remettre les choses au point. Ce sont deux amis. Voilà. Alors, il y a plein de sujets actuels. Il y a quelque chose, alors là, je passe complètement à autre chose. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. À un moment donné, ils débarquent. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'ils débarquent, si c'est en Jamaïque ou au Brésil. Et ils n'ont pas le droit parce qu'ils n'ont pas l'ordonnance. Au Et Brésil. donc, voilà. Donc, on a l'impression que c'est nos problèmes administratifs actuels. Et donc, la personne lui dit, mais si vous n'avez pas le papier, vous pouvez pas mettre le pied au sol, sauf qu'il faut aller chercher le papier. Et Yann Carvedec lui explique, mais bon, il faut bien quand même que je mette un pied au sol pour aller voir le monsieur qui va me délivrer le papier. Et on dit, mais non, vous ne pouvez pas puisque vous n'avez pas... Donc, on a l'impression quand même que là, tu t'es amusé et qu'on ressort les gros problèmes administratifs actuels. C'est quand même très drôle. Ouais, mais très honnêtement, bon, j'étais reporter et je me suis baladé un peu partout. Il n'y a rien de plus agaçant que ça, mais il n'y a rien de plus commun que ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens, c'était à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. J'étais avec un photographe et la douane, c'était une douanière kenyane, refusait de laisser passer les appareils photo de mon photographe. Et il a dit pourquoi? Elle dit parce que vous pouvez pas les prendre avec vous. Donc moi, j'ai franchi la douane avec les appareils photo du photographe, mais le photographe qui était photographe n'avait pas le droit d'avoir ses appareils photo, mais moi, j'ai quand même pu passer avec les... Ce genre d'histoire, j'en ai des centaines, et voilà, ça me paraissait un peu naturel et raisonnable, voire extrêmement réaliste, qu'à un moment ou un autre, il tombe sur un crétin, sur une douane quelconque, ça peut arriver. Alors, ce Yann Carvadec, je trouve, dans cette aventure-là, il est beaucoup plus mélancolique. On sent qu'il a des doutes et il y a toute une réflexion en disant où il dit, je me semble bien que c'est lui qui le dit, mais tu me diras si je me trompe, où il dit que certains trouvent que la mer, c'est un espace de liberté, mais que d'autres trouvent que c'est une prison et qu'il faut la ranger. On sent qu'il a des doutes, qu'il est traversé par cette mélancolie. Il en a marre. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il est Il par y rapport a aux autres, la, la, euh, la dédicace globale du livre, ça dit au flot où tempête nos tourments. Euh, la mer est un miroir grossissant à émotion. Donc, quand l'homme s'y penche, tout ce qu'il a sur la patate, pour parler le plus populairement possible, tout ce qu'il a sur la patate est démultiplié. Euh, les joies, les peines, les peurs, les superstitions, les tics, tout est démultiplié. Parce qu'on n'est pas sur un élément qui est fait au départ pour nous. On n'est rien, ça se saurait si on avait des branchies, quoi. Donc, il y a quelque chose de tellement fort qu'il y a deux réactions à ça. Soit les gens l'acceptent, l'avalent et rendent quelque chose de beau,
même si ça peut être terriblement dur, soit les gens refusent et à ce moment-là vont poser sur la mer leur propre vision terrienne et refuser la mer. C'est-à-dire qu'en fait, on refuse l'eau. On va aller, on va aller avec toutes nos idées, nos choses. Voilà, c'est des gens qui emmènent une machine à gaufres sur l'eau, quoi. Bah, non, une machine à gaufres, ça reste à terre. Sur l'eau, on peut faire autre chose. Voilà. Et c'était d'autant plus vrai au 18e où aller sur l'eau, ça voulait dire avoir de fortes chances de ne pas revenir. Ah, il y a aussi une magnifique, alors je ne sais pas si on va appeler ça une bataille navale, il y a quand même il y a un affrontement sur l'eau qui est assez terrible, mais juste avant, quand même, je me suis dit, ah non, qu'est-ce qu'il est allé nous chercher les chauves-souris? Il a fallu que Jean-Marie Quéméner nous mette les chauves-souris dans son roman. Mais cela dit, il y a quand même un rapport très philosophique parce que ces chauves-souris sont dans une caverne. Et là, il y a un parallèle à Platon que j'ai Ah, trouvé, un tu clin l'as d'œil à trouvé, Platon, ouais. qui est assez Oui. rigolo. Il y a plein de références. Il y a des références à Hamlet, parce que Phil adore Shakespeare. Il y a beaucoup de références littéraires. Il y a plein de choses. Il est merveilleux, ce bouquin. Vraiment, vraiment, il faut lire le livre de Jean-Marie, parce qu'il y a aussi des fulgurances littéraires qui sont extraordinaires. Il y a une langue magnifique. Alors, j'ai noté une phrase, parce que celle-là, je l'ai trouvée très belle. Les conversations s'épissaient entre elles jusqu'à tresser un cordage aussi solide que l'amitié. Ça, je trouve ça très beau. Et il y a plein de phrases comme ça, il y a plein de profondeur. Moi, vraiment, ton roman, je crois que je vais le relire d'ailleurs. Je t'en prie, Mazette, avec ça. Me voilà servi, c'est trop, mais oui, Non, non, oui. non, c'est pas. Et à la fin, on retrouve quelqu'un que tu aimes beaucoup, c'est Voltaire. On le retrouvait. Alors, si pour les puristes, le petit détail qui tue, au début de L'écume des lames, on retrouve le titre dans la phrase du début. Dans le début du Vent des soupirs, on retrouve la phrase. Et à la fin de ces deux romans, il y a Voltaire. Pourquoi? Parce que c'est Voltaire. Parce que, parce que, alors, parce que sans les pirates, sans leur idée de la liberté, sans leur idée du libre arbitre, peut-être encore plus important que la liberté, sans l'idée qu'ils avaient ancrée entre eux que si le pouvoir venait d'en haut, il était dévastateur. Encore une fois, ils ont tellement souffert sur les bateaux par les capitaines qui étaient pas toujours aimables, c'est le moins qu'on puisse dire, qui les fouettaient, qui les battaient, qui les rendaient sous pour éviter la douleur, qui leur donnaient pas à boire ou très mal, qui les nourrissaient pas, qu'ils ont créé leur propre société. Alors ensuite, on peut parler de société pirate. Ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais ces hommes ont décidé de vivre leur vie et de repartir à la base. Ils ont monté leur propre système politique, qui d'ailleurs était extrêmement démocratique en principe. Et je suis convaincu que si on n'avait pas eu les Barbes Noires, les Rackham, les Charles Vane, allez, un peu avant, les Morgan et compagnie, on n'aurait peut-être pas eu les idées aussi claires pour la Révolution française. Et c'est pour ça que je mets Voltaire. Parce que Voltaire, on le sait peu, mais Voltaire avait comme ami un monsieur qui a fait la première encyclopédie du monde, qui était un Anglais. Et évidemment, ça a travaillé Voltaire. Il avait 22, 23 ans et il était à Londres, il était exilé à Londres et il travaillait beaucoup avec cet homme. Et l'idée de libre arbitre, l'idée philosophique de libre arbitre, d'où il peut venir et qu'est-ce qu'on en fait, alors que Voltaire est à Londres, on parle beaucoup des pirates. Mais ben, moi, je suis convaincu que quelque part, allez, il y a une petite pincée quand même, mais il y a une petite pincée de mes pirates, de nos pirates dans notre démocratie moderne. En tout cas, dans la Révolution française, c'est sûr. J'en suis convaincu. Il y a aussi une belle référence à Homère. Ah, oui. Tu l'as dit, aller en bateau et pas penser à Homère, j'ai envie de dire, ce serait une Comment hérésie. t'es heureux que qui comme Ulysse, et puis tout ça, ça travaille, et puis tu te dis oui, non, mais pas, ah oui, bah, tu vas pas la refaire, ça a déjà été fait tellement bah, oui, mais alors attends, l'Iliade, oui, mais et hop, et tu repars là-dessus, et évidemment l'Odyssée, bah, forcément. Alors, bien évidemment, ils sont allés chercher un trésor. On ne dira pas quoi, parce qu'il faut lire Le Vent des soupirs pour savoir ce qu'ils vont chercher. Mais j'ai envie de dire, est-ce que le plus beau des trésors, finalement, des pirates, ce n'est pas. Alors, peut-être que j'ai mal le prononcé, c'est Laofadi, c'est ça? On dit ça comme ça? C'est-à-dire la liberté. Est-ce que c'est pas la liberté le plus beau trésor des C'est pirates? ça qu'ils cherchent. C'est ça. Qu'ils cherchent. C'est le. Alors d'abord, la vérité, c'est que les pirates trouvaient assez peu de trésors.
Ça, c'est le fantasme. Ouais, oui et non. Il y en avait qui trouvaient, mais c'était. Voilà, ils n'étaient pas crétins au point de faire un X sur une carte et de creuser entre deux palmiers et de lâcher de l'or là-dedans. Bon, c'est pas. Voilà. Alors, ils avaient leurs planques, mais généralement, ils en avaient plusieurs. Donc, en termes de trésors, bon. Il y a eu, hein, il y a eu, mais ils préféraient garder ce qui avait de plus cher avec eux, en fait. En revanche, l'argent qu'ils volaient leur servait à payer leur propre liberté. Un pirate, ça devenait très rarement riche. Hein. Il y a eu quelques cas, notamment Morgane, qui est devenue tellement riche que la reine d'Angleterre l'a anoblie en prenant la moitié de sa richesse parce que ça l'arrangeait. Donc, le roi d'Angleterre, pas la reine. Donc, bon, l'argent, le trésor, ils cherchent à quoi? Ils cherchent à pouvoir continuer de vivre comme ils le font. Et pour eux, c'est vraiment écrit en gros liberté. Je n'invente rien. C'est pas une vision romanesque de la chose. Hein. Ensuite, liberté, ce sont des hommes. Ils y mettent chacun ce qu'ils y voient. Mais le mot était partagé par tous. Est-ce que Yann a changé quelque chose en toi? Ou alors, qu'est-ce qu'il y a de plus de Yann en toi et de toi en Yann? Quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je saurais pas répondre à cette question. Je pense que bon, je sais pas, il y a une espèce de thérapie ouverte, d'écrire un livre, ça c'est pas très nouveau, de se créer son héros, évidemment, qu'on y met de soi, mais on y met de tout. Et finalement, qu'est-ce qu'on aime quand on lit un roman? On aime entendre une histoire, bien sûr, et puis avoir une description de soi et des autres, enfin bref, des hommes avec un H majuscule et des femmes avec un F majuscule, une description de l'humain, quoi, qui parfois nous correspond très exactement, et là tu tombes sur Cyrano de Bergerac, où là, et depuis toujours, ça emballe nos cœurs de Français. D'autres que tu peux trouver détestables. Tu parlais des romans que tu as lus quand tu étais petite ou plus jeune, mais les Trois Mousquetaires. Enfin, les Trois Mousquetaires, on a tout. On a Athos qui est dépressif, ténébreux, Porthos qui est gargantuesque, bon vivant, Aramis qui lui est spirituel, et D'Artagnan qui est une espèce de Candide qui se balade au milieu de tout ça. Mais c'est un homme, en fait. Les Trois Mousquetaires, les quatre, c'est juste un seul homme qu'il a scindé en quatre, et il raconte l'homme. Je suis pas sûr qu'il le voyait comme ça, et moi je suis pas sûr que quand j'écris je le vois comme ça, mais à l'arrivée, ouais, j'essaie de raconter l'homme. Ah bon, avec Je vais remontrer, je voudrais qu'on parle de cette magnifique couverture parce que la personne qui te fait les couvertures de tous tes romans sont magnifiques. Alors ça, je crois que c'est une personne qui a fait le 1 et le 2. Les pockets, les visuels ont changé, mais je voudrais lui dire qu'elle a fait de... C'est Véronique Poitvin qui est directrice artistique de Plomb, qui travaille avec Grégory Berthier. Alors là, ils ont changé, pas pour rien non plus. Ça, les grands formats. Mais oui, mais j'aime beaucoup les deux versions, chacune dans son genre, parce que chacune dans son genre, elles se correspondent. Alors évidemment, Véronique a fait un boulot magnifique sur toutes les couvertures des grands formats. Sur les pockets, c'est toujours plus direct comme couverture. À chaque fois, ils ont la gentillesse de me demander de les valider. À chaque fois, je suis épaté, donc je dis bah oui, bah, bien sûr. Alors absolument. Enfin, au contraire, youpi youpla. Petite mention spéciale sur l'écume des lames à Pocket, qui a fait un truc fabuleux, c'est qu'ils ont mis une femme. Et sans prétention aucune, si la personne a mis une femme, je la connais pas, hein, ou je connais pas la personne, c'est qu'il ou elle a tout compris au livre, quoi, parce qu'elle a mis une femme. Donc j'étais très limite ému quand j'ai vu celle-là, ouais. Et qu'est-ce que c'est un sabre de pirate? Est-ce que c'est ça? Alors, tous les soirs, je vais faire un truc magazine de l'objet. Parce que moi, j'aime ça. Est-ce que ça, c'est un sabre? Alors, je vais essayer de ne pas me trancher en direct, hein, ça, c'est mieux. Est-ce que ça serait ça, un sabre de pirate? Un peu ça. C'est plutôt un sabre de cavalerie mamelouk, ça. Mais mais bon, voilà. Un sabre pirate, c'est un sabre à large lame. Ouais. C'est-à-dire, c'est une lame assez épaisse. Ça peut même être très, très épais. C'est entre la machette et le sabre.
Ouais. Mais c'est grand comme un sabre, mais c'est large comme une machette. Et un sabre de pirate, ça a une grosse garde, c'est-à-dire la protection là. C'est une coque. En fait, c'est pas comme ça. C'est juste une coque, simplement parce que ça évite de se faire couper les doigts. Et aussi, ça sert de massue si c'est besoin. C'est un truc très pratique. Généralement, c'est même pas très aiguisé. Hein. Ils n'avaient pas besoin parce qu'ils avaient quand même des bras, les garçons. Hein. Quand ils te tapaient dessus avec ça, ils te découpaient en deux. Hein, d'ailleurs, est-ce que tu as fait de l'escrime, toi? Parce qu'il y a moi qui fais de l'escrime, j'ai reconnu certaines. oui, j'ai fait de l'escrime, ouais. Ouais. J'ai fait, ouais, oui, j'ai fait de l'escrime. Vous, Oui. Mais pas au sabre. Je faisais du fleuret. Ah oui. Il y a très très longtemps. Je vois que Frédéric est revenu. Frédéric a la thématique aussi. Au cas où tu te trancherais la gorge. Et oui, c'est ça, je vais arrêter parce qu'il est lourd en plus. Depuis tout à l'heure. Mais je ne savais pas que tu avais fait de l'escrime. Donc voilà. Moi, oui. On n'est pas en présentiel, hein, parce que sinon on aurait eu le droit au. Ah, ben oui, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Alors, eh bien, Cédric demande, Jean-Marie, en tant que personne, est-ce que tu ne serais pas par hasard un mix entre Flynn et Yann, sensibilité littéraire et grande gueule attachante? Et il demande, c'est une bio en fait, non? Pardon, je rigole, mais... S'il s'appelle Cédric, il y a de fortes chances que ce soit mon frère et il connaît bien la réponse et c'est oui, évidemment, c'est oui. Forcément, c'est oui. Je suis un mix de tout ça. Mais si je peux me permettre, ça va au-delà. J'aime bien me dire aussi mix de Yann, Finn, Médeline, Abiola. Bon, là, il faut beaucoup d'imagination. Abiola, c'est un titan. Hein, donc là, ça demande de l'imagination. Tous mes personnages, j'aimerais bien être un mix de... En tout cas, je pense que l'homme parfait ou la femme parfaite, c'est un mix de tous ces personnages. Donc oui, c'est un fantasme. Oui, l'homme parfait est une femme d'ailleurs, on le sait toutes. Forcément. Et alors justement, Cédric continue. Tes romans ont beau parler d'hommes, ils sont des odes à la femme, donc on y est complètement. Pourquoi ne pas avoir centré le personnage principal sur une pirate, puisqu'elles ont existé? Parce que je souffre d'un défaut rédhibitoire. Quoique caché, je ne suis pas une femme. Et que... ouais, voilà. Non, mais il fallait un scoop ce soir, le voilà. Et je pense qu'un homme ne peut pas écrire comme une femme. Il n'en est pas capable. Il a ses limites et c'est compliqué. Et il ne saurait pas. Il ne saurait pas. Il n'y a pas assez de couleurs sur sa palette. Donc, je suis un homme et j'écris comme un homme. Et ça ne m'empêche pas de parler des femmes, mais si quelqu'un veut s'y mettre et reprendre le personnage de Médeline et faire autre chose, je suis partant pour l'aider. Mais là, ou alors peut-être à quatre mains, oui, avec une femme. Mais c'est ma limite. Je ne suis pas une femme et je ne peux pas écrire pour une femme. Déjà, il y a eu des choses sur Marguerite, sur toutes ces femmes incroyables pirates. Par contre, je t'engage à relire Stefan Zweig, parce que c'est quand même quelqu'un qui s'est glissé dans la psychologie féminine. C'est juste Stefan Zweig, quoi. C'est juste, c'est juste un monstre absolu de la littérature. Et moi, il y a marqué Jean-Marie Quéméner, écrit des histoires de pirates. Pas, voilà. Il y a des jeux, voilà, j'ai mes limites aussi. Voilà. Ouais, mais elles ont bien écrit des histoires de pirates. Ouais, mais c'est pas Stefan Zweig. Moi, je lis ce qu'a écrit Joe. Les Antilles, le Brésil, c'est exotique et sans doute fallait-il que Yann Carvadec y aille pour ramener Médeline. Mais Tintin a fait le tour du monde et vous êtes un journaliste politique, spécialiste reconnu en Moyen-Orient. N'est-il pas temps d'envoyer Yann en Méditerranée? Alors, oui. Absolument oui. C'est Joe, c'est ça? Absolument oui. Mais sans dévoiler en dévoilant un secret d'ailleurs. Et là, il va y avoir un petit break pour ma prochaine parution, mais celle d'après, ça sera la Méditerranée, ça sera toujours le XVIIIe siècle. Et là, on va aller dans la poussière d'Alep, sur les vieux murs de Jérusalem. On ira avec un héros qui sera différent. Mais je vous emmènerai sur mes territoires plus modernes, moins... mes territoires de reportage, quoi. Pas à la même époque, alors. Un peu après. Un peu après, d'accord. J'aime bien le 18e, j'aime bien le début du 18e, j'aime bien ce frémissement, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, j'aime bien ce frémissement du 18e où on sent que les idées commencent à s'agréger, parfois dans le désordre, mais on sait où on va aller. Bon, c'est plus facile, on a déjà vu l'histoire se passer, hein, mais on sait où on va aller et
et mettre des petites pierres, des petites bornes en disant, vous voyez, cette idée-là, là, on va la retrouver après, mais regardez comment elle est née et comment on peut y penser et comment essayer de la détricoter. C'est pour ça qu'il y a de la caverne de Platon, c'est pour ça qu'il y a du Spinoza, c'est pour ça que... En fait, si je dis que c'est super réfléchi, ça fait hyper prétentieux, mais enfin, en gros, j'ai quand même essayé de m'y pencher un peu, quoi. Mais voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est très bien construit, surtout. Moi, je peux le dire. Toi, tu peux pas le dire, moi, je peux le dire. Il est très bien construit, ce livre. Et justement, alors moi, je vais me mettre sur les... Je vais naviguer dans les à côté. Est-ce que Jean-Marie navigue, lui? Oui. Parce que, évidemment, naviguer dans son bouquin, c'est une chose. Oui, mais la mer a ça de magnifique. Alors oui, mais la mer a ça de magnifique que, en fait, pour éprouver, c'est pas la peine d'aller se faire un tour du monde, hein. Je vais même être encore plus. Je suis pas sûr de ce que je vais dire là, mais à la limite, se planter devant la mer, chez moi, un jour de tempête, où ça tombe à l'horizontale, où il y a un vent de folie, et regarder la mer et être un peu contemplatif, est-ce que c'est pas déjà naviguer? De passer, je sais pas. Les sentiments que ça fait naître, en tout cas, ils sont pas très très loin du navigateur. Voilà. C'est les sentiments que ça fait naître, justement. Et est-ce que tu reçois du courrier avec des personnes qui te disent, bah voilà, j'ai voulu vous écrire, ça m'a donné envie de naviguer. Quel genre de courrier tu reçois avec tes lettres? Non, je reçois. Alors, je reçois des. Ça m'arrive, et ça m'est arrivé là récemment, et j'étais extrêmement touché de marins, des vrais marins, hein, pas moi, hein, des marins qui vivent leur vie en marin. Et ça m'arrive de les croiser chez moi en Bretagne, et j'aime beaucoup quand ils me disent, oh, j'ai bien aimé ton bouquin, parce que j'y vois comme une validation marine, en fait. Et là, il y a quelques personnes aussi qui m'écrivent en me disant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis retrouvé là, je me suis retrouvé ci. Et ça fait très, très plaisir. Mais le courrier, j'en reçois assez peu, en fait. C'est plus des SMS ou des gens qui arrivent à choper mon numéro, je ne sais pas comment, mais tout se sait, ou mes mails. Oui, enfin, les mails, ça reste le courrier. Et généralement, oui, c'est toujours notre rapport à nous, êtres humains, avec la mer. Et au moins, en ça, je suis sûr d'avoir touché juste, puisque je reçois pas mal de trucs là-dessus, ouais, sur le rapport à la mer. Alors, je peux être d'accord ou pas avec ce qu'on me dit, hein, mais... Et puis moi, c'est personnel. Mon rapport à la mer, il m'appartient, heureusement, hein. C'est pour ça qu'on a autant de personnages, c'est que chacun a son rapport. Alors, il y a Anne qui voudrait savoir si tu lisais des histoires de pirates quand tu étais petit, si ce truc-là vient de très loin, ou si c'est juste l'adulte qui a voulu rester dans cette aventure. Euh, Moi, j'ai été élevé par un père breton et un grand-père breton. Ma mère avait toutes les qualités du monde, mais elle n'avait pas la grâce d'être bretonne. Mais j'ai été élevé dans toutes les légendes bretonnes. La plus connue d'entre elles, c'est peut-être la légende 10, hein, quand le diable prend la cité et coule la cité. Euh, on, on... Les histoires de pirates, mon père m'en racontait, mais c'est ce que j'ai lu. Et très honnêtement, ce qui m'a le plus marqué, alors évidemment l'île au trésor, forcément l'île au trésor, mais les Walter Scott, enfin, quand j'étais gamin, j'adorais les Walter Scott. Je suis parti avec Ivanhoe un nombre de fois incroyable. J'aurais pu faire un truc à cheval, quoi. Donc les histoires de pirates, oui et non, mais quand on est petit et qu'on est près de la mer et que tout ça, oh là là, vous imaginez l'adolescence où tous les sentiments sont complètement remués, et puis tout d'un coup, on se fait larguer, puis il y a ce coup de vent, puis on est sur la plage, et puis on trouve que la mer, elle pleure comme vous, et puis c'est ridicule, et puis au bout d'un moment, tout ça commence à travailler, et puis on se projette totalement, et puis on oublie tout ça parce qu'on se dit c'est ridicule, allez, poète du dimanche, va, arrête tout ça. Et puis, à un moment, arrivé à mon grand âge, je sais pas, ça doit être régressif. Boum, tout ça remonte très, très fort. Et bon, on essaie de le filtrer comme on peut, mais c'est remonté là, quoi. Voilà. Vous en êtes les victimes, je suis désolé. Ah non, on est ravis, nous. Hein. Est-ce que ton père ou ton grand-père breton te disait si tu aimes une femme, tu peux l'emmener en mer, et si au retour tu l'aimes toujours, tu peux l'épouser? Mon
Mon père et mon grand-père m'ont toujours dit qu'ils étaient tous les deux mariés avec de nombreux enfants, et m'ont toujours dit qu'il fallait éviter d'épouser qui que ce soit. Parce que je n'ai pas compris au moment où j'ai épousé ma femme à l'heure actuelle, que j'aime tendrement, j'espère qu'elle nous regarde. Voilà, non, ils n'étaient pas super mariage, même s'ils étaient en plein dedans, eux, quoi. Enfin, comme d'habitude, les Bretons, quoi. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors, il y a Perrine qui nous dit comme ça, en passant longue vie aux pirates et bien sûr longue vie aux Bretons. Et moi, je voudrais savoir, parce que quand on choisit, est-ce qu'on choisit vraiment d'ailleurs les sujets de ces romans, ou est-ce que ce sont comme ça tout d'un coup des personnages qui débarquent et ils t'embarquent et voilà, c'est trop tard. Ça vient tout seul. Alors là, je suis très très embêté parce que ça vient tout seul. J'ai pas de réponse structurée à faire ou voilà, où je suis peut-être pas assez malin pour essayer de m'auto-analyser pour voir d'où ça vient, etc. J'en ai peut-être tout simplement pas envie d'ailleurs, mais ça vient tout seul. Ça vient, mais franchement, ça vient tout seul, quoi. J'ai pas de et c'est hyper confort et c'est comme une évidence. D'accord. Donc, si c'est oui, oui à la plage ou Martine fait du vélo, la prochaine fois, ça sera comme ça vient tout seul. Ah oui, ça vient. Non, mais sans rire, Alors, je sais pas, peut-être parce que mon passé de journaliste fait que j'avais pas trop le droit à la page blanche, hein, parce que ça coûte un peu cher pour le patron, mais j'ai pas l'angoisse de la page blanche, j'ai pas l'angoisse de l'écriture. Les mauvaises langues diront que ça se voit quand ils me lisent, mais j'ai pas de problème du tout pour écrire et j'ai aucun problème pour me projeter. Et s'il y a un truc que j'aime, c'est commencer à écrire, faire naître un tout petit peu un personnage et que le type se débrouille derrière, quoi, et il grandit tout seul sans moi. Et ça, je trouve ça absolument génial. Ce moment où le personnage se fait tout seul, c'est oui, c'est une naissance. C'est une naissance. Sauf on les fait naître adultes, nos personnages. Donc en plus, on se tape pas les couches et les nuits en dents de scie, donc c'est quand même vachement mieux. Mais ils sont adultes, nos personnages, quand on les fait naître. Donc il y a quelque chose. Et puis il y a un rapport complètement étrange entre je suis le papa de ces personnages, ça d'accord, mais enfin comme ils m'échappent complètement, en fait finalement ils finissent par m'éduquer moi, enfin un enfant quoi, normal. Hmm. Euh, pour les jeunes journalistes qui ne te connaissent pas ou les jeunes écrivains qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu faisais comme genre de reportage? Ou qu'est-ce que tu fais comme genre de reportage? Ma grande, non, je fais plus. J'ai arrêté parce que j'ai décidé d'écrire des bouquins. Voilà, d'accord. Cela dit, on peut faire les deux. Pas douteux, certes, mes choix. Bon, après tout. En fait, mon métier principal, c'était d'être correspondant de guerre, en fait. D'accord. Et Voilà. tu écrivais donc. Qu'est-ce qu'il ne faut Mon, surtout mon pas faire premier métier, c'était la presse écrite. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on écrit des romans et qu'on fait quand on écrit des articles? Dire la vérité. C'est spontané là, hein, c'est sorti tout seul. Hein. C'est sorti tout seul. Donc tu disais la vérité. Tu disais la vérité quand tu écrivais des articles. Tu as bien fait d'arrêter en fait. Oui, je sais, ça paraît complètement étrange aujourd'hui et complètement bizarre, mais si je me suis mis à écrire des romans, c'est que aussi l'information est compliquée, dure, c'est un métier. Ça demande beaucoup de travail, alors spécialement quand on le fait en zone de guerre où c'est très compliqué. Et ça donne beaucoup d'appétit parce que finalement, on est toujours un peu frustré, on a du mal à expliquer qu'il n'y a pas les bons, les méchants, jamais. Qu'il y a des méchants des deux côtés, des bons des deux côtés, que le monde il est gris et qu'il est incompréhensible et qu'à peine on arrive à expliquer un tout petit truc que déjà on se prend la tête en disant mais il y a encore plus grand et ce monde, le monde dans lequel on vit est tellement complexe, tellement difficile que finalement écrire un livre c'est tellement simple, c'est tellement simple. En plus on peut mentir, donc et puis c'est une merveille l'imagination parce qu'on peut tordre la réalité. Ce qui, je le rappelle, est totalement interdit à un journaliste. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler certaines évidences. Pour la mer, c'est une merveille, hein, en deux mots ou en un mot. Merci pour ces personnages, ces amitiés. Ah ben non, ça a sauté là. Merci pour ces personnages, ces amitiés, ces idées défendues si modernes dans cet écran d'aventure. Ça fait un bien fou. C'est Julie qui dit ça. Et Gaël dit écrire sa vérité, n'est-ce pas d'une certaine façon écrire la vérité?
Ah, Gaëlle, en Afrique, on dit il y a ma vérité, ta vérité et la vérité. Est-ce que je me trompe? Il y a pas, il y a, c'est un drame absolu, mais il n'y a pas la vérité, elle n'existe pas, elle n'existe nulle part. Ah oui. Enfin, ou alors, on peut être plus optimiste que ça. Il y a la vérité, mais personne jusqu'à présent n'a réussi tout à fait à la trouver entièrement. Oui, oui. D'ailleurs, quand on croit qu'on connaît un peu l'histoire et qu'on commence à creuser, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une histoire, mais des histoires. Voilà. Suivant qui la raconte, les vainqueurs Voilà. en général. Lire la croisade vue par les Arabes. C'est ça. Les Mais croisades. quand même, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu disais, c'est tellement simple d'écrire un livre et le monde est si complexe. Est-ce que les personnages que tu mets dans tes livres sont ou que seulement bons ou seulement méchants ou tu introduis cette complexité? Non, ils ont, même mes méchants, ils ont quelque chose, j'espère, de profond. Parce qu'en fait, Je confirme. la méchanceté, c'est une feuille plate, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de perspective, c'est méchant, quoi. Euh, si on... Imaginons qu'on ait une feuille noire, complètement noire, et que je la plie en cube et que je la mette sous la lumière, et ben, le noir, il va changer de reflet, il va être différent. Alors, ça reste toujours du sombre, mais c'est un sombre différent, quoi. Il y a un type qui a compris ça et qui a inventé le plus beau méchant de tous les temps, qui s'appelle Dark Vador. Et l'air de rien, George Lucas avait compris un truc, c'est qu'un même le pire de tous les méchants salopios, tout ce qu'on imagine, il y a une part, il y a une part de sombre. Alors lui, il allait jusqu'à la clarté. Je suis pas d'accord, je trouve ça trop simpliste, mais pour le coup, il y a une part de sombre un peu plus claire, toujours, partout. Et même quelqu'un de bon, profondément bon, peut avoir ses parts d'ombre. Enfin, évidemment, ce que je dis, c'est une évidence, mais donc rien n'est jamais simple. Écrire à plat, c'est terrible. Enfin, ça, j'espère que je le ferai jamais. C'est donner quelque chose sans perspective et sans laisser le lecteur imaginer autre chose que moi je peux imaginer, c'est ouvrir un peu le spectre. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut que les gens puissent se projeter, mais inventer aussi. Tout le monde a compris qu'on a reçu Jean-Marie Soulage ce soir, qui nous fait C'est ça. une exposition sur le noir. Alors, Cédric, il s'obstine. Hein. Hugo a écrit « Le fond, c'est la forme qui remonte à la surface ». À quel moment, dans le processus littéraire, tu l'as laissé crever la ligne de flottaison, hein? As-tu déjà été dépassé par tes idées sur ton écriture? Oui. As-tu déjà dépassé, pardon. Ah oui, non, as-tu déjà été dépassé par tes idées sur ton écriture, c'est ça? Je suis dépassé par mes personnages en permanence. Hein. Ça, c'est un classique. C'est un classique, mais alors j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est très rare, les hommes écrivains qui disent ça. Les femmes le disent. Les hommes ne sont pas dépassés, ils ont fait un plan, tout est normal, ils ont suivi leur plan, c'est nickel, ils avaient tout prévu jusqu'à la fin. Ça m'a frappé ça depuis que je vais dans des salons. Non, je ne sais pas faire ça. Alors, mais c'est charmant, je préfère en être fait, dépassée. comment j'écris un roman? C'est super simple. Donc, j'ai mon personnage et au début, je fais 20 chapitres. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 20 et je mets les idées. Voilà ce qui va se passer, le lieu et les idées. Généralement, passé le 3e, je suis déjà complètement ailleurs. C'est pas les mêmes gens, c'est pas le même lieu, il se passe pas la même chose. Je suis paumé. Je suis breton, je suis un peu couillon, donc je continue. Et puis à un moment, je me dis non, Jean-Marie, il faut que tu structures un peu les choses. Alors tu vois, tu vas structurer. Donc je reprends une grande feuille et je note de l'endroit où j'en suis et je continue. Alors, régulièrement, ça casse en deux. La seule chose que je maîtrise, finalement, c'est le début et la fin. C'est-à-dire que je sais que ça commence à Carnac, ça finit à Carnac, en l'occurrence les pirates. Typiquement, pour simplifier tout ça, j'ai besoin de savoir où je vais. En fait, j'ai besoin d'avoir une idée de fin. Pas forcément de savoir comment ça finit. Une idée de fin. S'il se trouve que cette idée-là, à l'arrivée, est battue en brèche par mes propres personnages qui se démerdent autrement, il y aura une autre fin. Mais ça, c'est... C'est parce qu'il y a une grosse tempête, là, s'il y a une autre fin. Ouais, mais ça peut arriver. Mais en gros, ouais, je crois que ça me rassure de savoir où je vais finir. Enfin, comment je vais finir.
mais c'est arrivé que ça finisse pas tout à fait comme je le voulais. Et typiquement, à la fin du Vent des Soupirs, qui est très simple, hein, il y a rien de, ceux qui nous regardent, il n'y a rien d'exceptionnel, de dramatique ou de quoi que ce soit. Il y a quelque chose, c'était pas prévu comme ça. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Et il se trouve que, je sais pas, il se trouve que ça s'est fait comme ça parce que mes héros avaient besoin de cette fin-là. Donc ils l'ont eu. Voilà. Ce que tu racontes ressemble furieusement à un voyage en bateau. Oui. En réalité, tu sais où tu vas. Globalement, quand même, tu as une route. Mais tu ne sais pas tout à fait quelles sont toutes les tempêtes qui vont te tomber sur la gueule et comment tu vas gérer ça. Et oui, c'est assez raccord, je dois dire. Je sais que je ne gère pas, c'est surtout ça, quoi. Je suis tranquille. Mais alors, une fois qu'on sait qu'on ne gère plus, on est complètement peinard. Hein. On laisse le truc se faire et puis voilà, quoi. Y a pas de... J'ai aucune restriction dans mon écriture et très peu de... Alors, il y a des choses que je n'écris pas parce que je ne veux pas les mettre. Typiquement, j'essaie quand même d'être un peu light sur. Ça se bagarre quand même pas mal au sabre. Généralement, j'essaie de mettre un petit détail qui montre que c'est quand même un peu sanglant, mais j'essaie de. Voilà, je ne suis pas tombé dans le Tarantino des pirates, hein, donc bien que. Pulp Fiction en pirate, ça peut être bon, plutôt Réservoir Dog d'ailleurs, mais mis à part ce léger détail où j'aimerais, je veux pas écrire une histoire d'horreur pour les gens, donc je fais très attention. Il n'y a aucune retenue en fait. Ah, il y a Perrine qui signale que tu es light en sang, mais pas en rhum. Alors oui, mais Perrine, allez, on le dit, Perrine. Perrine est ma bien-aimée éditrice Pocket. Oui, on l'a par ailleurs, la dite Perrine, comme on dit chez moi, et quand je dis chez moi, c'est dans le Morbihan Sud et chez les Vikings, donc elle est finistérienne. Et elle a. Mais nous sommes tous bretons et nous avons tous une petite faiblesse pour le rhum quand même. Et puis le rhum, il nous fait voyager. Et puis. C'est pas exclusif, hein, je te rassure. Hein. Bah ouais, mais nous, on est allé chercher loin quand même. Hein. Oui. Et n'empêche, Jean-Marie, moi j'ai appris grâce à toi qu'en 1660, il y avait eu quand même la révolte de la cachaça. Ça, je ne savais pas. Ça m'a beaucoup plu. Ça s'appelait la pinda à l'époque. C'est l'alcool, c'est le même. C'est exactement la même chose. Et les Portugais ont voulu mettre une taxe sur leur colonie, donc sur le Brésil. Et les planteurs ont dit non, mais on ne veut pas de cette taxe en plus. Et donc, du coup, il y a eu une révolution. Mais ils ont failli perdre le Brésil à cause de la cachaça quand même. Enfin, il faut y croire. Ça. Mais c'est vrai. Ça se retrouve dans les livres d'histoire, c'est vrai. Alors, vous l'aurez compris, vous avez intérêt à tirer des bords entre les chapitres du livre de Jean-Marie, sinon Nathalie va venir avec son sabre. Du coup, je me méfie, je vais quand même lui repasser la parole. On ne sait jamais des fois qu'elle arrive dans l'image. Ouais. Non, moi, je voudrais juste un pirate tout à l'heure qui est passé comme ça, dire bonjour. Moi, je voudrais quand même juste rajouter que j'ai lu avec beaucoup d'attention donc les trois livres et je trouve que dans celui-ci, il y a quand même une grosse évolution dans ton écriture, qu'il y a quand même beaucoup plus de profondeur. On a l'impression que tu as pris plus de plaisir, mais ça aussi, on sent aussi la fin de ton personnage et la fin, on sent qu'il va y avoir une pause. Et je trouvais qu'il y avait de beaux passages. Donc, Jean-Marie Quéméner sait écrire, il sait très bien écrire et surtout raconter les histoires, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, je vous conseille vraiment d'aller en librairie demain matin, parce que là, c'est couvre-feu, donc on a, ou alors sur notre site, vous pouvez acheter le livre de Jean-Marie. Sur notre site, c'est ce soir. Sur notre site, c'est ce soir. Voilà, profitez-en. Voilà, donc il est sorti ce matin et il est sorti aussi donc le précédent. Et alors je vais essayer parce que je ne suis pas une pieuvre, mais je vais y arriver quand même. Voilà. Vous voulez faire un cadeau à votre mari, votre frère, vous avez les trois comme ça. Voilà, c'est ça le beau cadeau. Donc c'est sorti chez Plomb ce matin. Ça s'appelle Le Vent des Soupirs. Le précédent, c'était L'écume des lames, qui est sorti chez Pocket aujourd'hui aussi. Et le précédent, vous le trouvez aussi en fond. La République des pirates, et c'est aussi chez Pocket. Jean-Marie, je te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toutes les deux, merci à tous aussi. J'espère avoir été juste sur ma lecture. Avant de te laisser le mot de conclusion, je voudrais juste te dire qu'on se retrouve lundi avec Gilles Paris pour son livre qui est sorti aux éditions Flammarion, qui s'appelle Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. Donc rendez-vous à 19h lundi. Jean-Marie, je vais te laisser la lourde tâche de faire la conclusion. C'est compliqué de conclure après un truc pareil. Déjà, Gilles Paris, c'est très bon choix et excellent journaliste, notamment.
mes histoires de pirates, qui là arrivent un peu à leur fin, pour le donner un secret, c'est pas des histoires de pirates et c'est pas du tout des histoires juste d'aventure, d'évasion et des romans historiques. Euh, c'est des histoires d'hommes, de femmes, de rapports humains. Ce sont des histoires, point barre, que j'essaie de raconter du mieux que j'ai pu. Et parce que la mer invite à plus de sentiments, ça a été plus pratique pour moi de les mettre sur la mer, mais c'est parce que la mer les porte et pas juste moi. Donc voilà, si vous voulez aller voir chez moi, là, vous allez voir des histoires. C'est bien des histoires. Et le plus merveilleux, j'ai envie de dire, c'est que Yann Kervadak est un chevalier. Et ça m'a fait le plus grand plaisir. Encore un grand merci, Jean-Marie. Merci Allez à en vous. librairie, achetez Le vent des soupirs et l'écume des lames.